Le gouvernement congolais et l'ANER démentent l'information selon laquelle la capitale serait sous une menace d'attentat terroriste. La correspondance attribuée à l'ANER indiquait qu'un attentat visait les hautes personnalités civiles et militaires ce jeudi. Un faux document indique le ministère de la Communication. Et sécurité, toujours, le porte-parole du gouvernement a qualifié de chantage les propos de Paul Kagame qui, en début de cette semaine, avait annoncé que son pays ne recevra plus des réfugiés congolais. Pour Patrick Mouyaya, il y a plus des réfugiés rwandais au Congo que des Congolais au Rwanda. Et en Afrique, au Bénin, l'opposition est de retour à l'Assemblée avec le parti Les Démocrates. La Commission électorale nationale autonome a publié les résultats provisoires des législatives du dimanche. Le parti au pouvoir conserve tout de même sa majorité au Parlement. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Kinshasa est-il sous menace d'un attentat terroriste? C'était la grande question depuis ce matin, mais le gouvernement vient de démentir cette information en qualifiant de faux le document attribué à l'Agence nationale de renseignement avant d'appeler la population à vaquer librement à ses occupations. La correspondance partagée sur les réseaux sociaux indiquait qu'une menace d'attentat terroriste pesait notamment sur des lieux publics et viser des hautes personnalités civiles et militaires. Le porte-parole du gouvernement, lui, a réagi aux propos de Paul Kagame qui, le lundi, avait annoncé que son pays ne recevra plus des réfugiés de la RDC. Pour Patrick Mouyaya, il s'agit d'une instrumentalisation et d'un chantage fait à l'endroit de la communauté internationale. Le ministre de la Communication et des Médias l'a dit lors d'un briefing sur le projet d'infrastructure de l'enseignement supérieur et universitaire. On l'écoute. Un dysfonctionnement parce qu'il ne se passe plus un jour sans qu'il ne tienne des propos qui sont assez dangereux et qui concernent la République démocratique du Congo. Mais il y a des points que nous devons rappeler. Premièrement, il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Et cette question a fait l'objet des discussions entre les deux gouvernements, les deux chefs d'État étaient là, à Luanda en juillet dernier. Si vous regardez la feuille de route, il est prévu que l'on traite cette question de réfugiés dans une tripartite avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Je peux vous donner des chiffres à titre indicatif parce que du côté congolais, ce travail a été fait. Les chiffres au 30 novembre 2022 disent qu'il y a à peu près 77 000 réfugiés congolais au Rwanda qui sont du fait des agissements du gouvernement rwandais. Parce que, souvenez-vous qu'en mai 2021, lors de l'éruption, les Congolais qui s'étaient réfugiés de l'autre côté n'ont pas voulu rester un seul jour de plus. Et ils sont tous rentrés. Souvenez-vous, c'est récent. Et donc, il y a ces réfugiés qui sont là-bas, qui malheureusement sont instrumentalisés pour de fins politiques quelquefois. C'est inhumain parce que dans l'attitude dont fait montre le président Kagame, même si j'ai vu qu'il y a eu une tentative des reculs sur le sujet, mais il a dévoilé ses vraies intentions, c'est-à-dire que pour lui, les droits humains n'ont aucune valeur parce que vous ne pouvez pas vous permettre en tant que chef d'État, vous dites panafricaniste, de faire un chantage à la communauté internationale sur des vies humaines. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images amateurs. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, lui, séjourne à Bruxelles, en Belgique. Christophe Mbossong-Kodia y est allé pour activer la diplomatie afin d'obtenir des sanctions contre le pays de Paul Kagame et trouver une solution durable à l'insécurité dans l'est de la RDC. Ce jeudi, il sera présenté au Parlement belge et va également échanger avec le Premier ministre belge, Alexander De Croo.
En séjour au Royaume de Belgique, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, a été reçu par Rachid Madran, président du Parlement de la région bruxelloise. Ils ont discuté sur la question sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Le président Mbosso est revenu sur l'implication du président de la République, Félix Tshisekedi, pour établir l'ordre et la mauvaise volonté du président rwandais Paul Kagame, qui n'a pas voulu collaborer malgré la bonne volonté du président Tshisekedi. Les deux partis ont parlé aussi de la question électorale de décembre prochain. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, a fait savoir à son interlocuteur que les autorités congolaises sont déterminées à organiser les élections dans les délais constitutionnels au-delà des difficultés sécuritaires dans l'est du pays. Christophe Mbosso-Kodia a aussi été reçu par l'échevine Relations internationales de la ville de Charleroi avant d'aller visiter les chantiers de la future cité des métiers. Mbosso-Kodia a également rencontré les membres de la section bilatérale d'amitié parlementaire Belgique-RDC. Et en séjour dans la province du Nord Kivu, le chef d'état-major général des FARDC, Christian Chiwewe, a réconforté les blessés de guerre internés à l'hôpital militaire du camp Kandinto à Goma, qu'il a assisté financièrement avant de se rendre à Mumbambiro dans le Massissi et Kilimanyoka pour une causerie morale avec les troupes. Le chef d'état-major général a appelé tous les militaires positionnés dans ces contrées de l'Est de la RDC à une discipline sévère. Le chef d'état-major général des FARDC, Christian Chiwewe Songesa, poursuit son séjour à Goma dans le Nord Kivu. Hier, mercredi, il a réconforté les blessés internés à l'hôpital du camp Katindo à Goma, auquel il a porté assistance financière avec réarmement moral. Pendant une année. À la force régionale d'Eleak, le général Jeff Nyaga, responsable de ses contingents, a briefé les grands visiteurs sur les déploiements de ses troupes dans l'Est sous opération. Christian Chiwewe Songesa est passé par Mumbambiro, c'est à Sake, dans les territoires des Massissi, où les troupes cantonnées dans cette zone, il les a réarmés moralement avant de les appeler à la discipline par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux en temps des opérations. Je veux que tout se passe en ordre. J'insiste sur la discipline. La discipline, pas d'utilisation abusive des réseaux sociaux lorsque vous êtes en temps des opérations. À 2 km de Kibumba, dans les territoires de Nyiragongo, Christian Chiwewe Songesa a visité Kilimanyoka à la Ligue des Fronts. Il s'est rassuré que l'armée loyaliste est en position des forces. Et dans l'actualité également, le gouvernement a résilié le contrat signé avec la société Crexet sur le projet Tshilé-Gelou, cher au président de la République pour le développement du Grand Kasaï. Le retard dans l'exécution des travaux est la cause majeure de la rupture des clauses contractuelles. Près de 19 mois depuis le lancement du projet à l'espace Kasaï, le taux d'exécution des travaux est évalué à 25% seulement au Kasaï central et 35% au Kasaï oriental. En 2021, l'inspecteur-chef des services de l'IGF, Jules Alingueté, avait déconseillé les recours à ces entreprises, les estimant incapables de l'accomplir. Et l'on connaît désormais le bilan définitif de l'effondrement du pont Louvois à Chikapa dans la province du Kasaï. 7 personnes ont perdu la vie d'après le député national Guy Mafuta, élu de ce coin du pays, qui livre cette information. Selon lui, cet affaissement a été causé par la traversée d'un grand camion qui lui transportait justement du ciment. On l'écoute. C'est vers 12h30 que le pont a lâché à la suite de la traversée d'un camion qui transportait des ciments. Nous déplorons qu'il y ait la perte en vies humaines, environ 7 personnes, suivant les témoins sur place. Et là, les corps sont dans l'eau, y compris le camion. C'est un endroit assez compliqué où ce sont des chutes. La rivière est quand même assez profonde.
C'est un pont qui est vétuste, qui subit le même sort que plusieurs ponts dans l'espace Kasaï. Et là, malheureusement, c'est 2 secteurs qui sont coupés du monde, lesquels secteurs s'étendent sur 2 zones de santé importantes. Nous ne savons pas comment les médicaments, les autres vivres pourront les atteindre. Et aussi, il faut dire que ces ponts se situent sur une route de desserte agricole très importante, ce qui fait que le marché de la ville de Chikapa va quand même connaître un souci assez important, vu que les agriculteurs de ce coin ne sauront pas évacuer leurs produits. Et c'est dans le but de garantir la bonne santé humaine et animale en RDC et prévenir les maladies infectieuses que plusieurs structures de la société civile se sont réunies autour d'un atelier de réflexion pour le lancement des actions du projet de renforcement des systèmes régionaux des surveillances des maladies REDIC 6. Lutte contre la flambée de maladies infectieuses et les fils conducteurs qui orientent les actions du projet de renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies REDIC en sigle. Il est ainsi tenu le 10 janvier dernier un atelier de mise en œuvre de REDIC 6 pour renforcer les capacités intersectorielles, nationales et régionales pour assurer une meilleure collaboration en matière de surveillance de maladies. Plusieurs structures de la société civile ont pris part à cet atelier et la délégation du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. À la sortie de cet atelier, des validations du BTBA 2023-2024, le directeur général de DGLM, le Dr Dieudonné Mwamba, se livrait à la presse. Je dois le corriger, c'est le PTBA 2023-2024 qui vient d'être validé, mais avec des recommandations qui puissent être révisitées pour prendre en compte toutes les activités. Parce qu'on sait que c'est un PTBA validé, mais pour lesquels certaines activités ont été élaguées. À son tour, le docteur Jean-Pierre Lukongo, représentant du REDIC RDC, n'a pas manqué à dire. Je vois plutôt que les secrétaires généraux commencent à s'impliquer dans la mise en œuvre des activités. Et là, ils sont d'accord déjà sur 125 activités. Donc si on a 3-4 nouvelles activités qu'on va ajouter, ça ne devrait pas poser de problème, mais au moins sur les 125 activités, tout le monde est d'accord et avec l'implication des secrétaires généraux, on va pouvoir mettre en œuvre les activités prévues. Rappelons que toutes ces structures ne visent qu'une seule chose majeure, qui est la bonne santé humaine et animale, tout en se focalisant sur la prévention. Et au Bénin, le camp du président Patrice Talon a remporté les législatives du 8 janvier 2023, marquées par le retour de l'opposition au Parlement après 4 ans d'absence, selon les résultats provisoires publiés hier par la Commission électorale nationale autonome. L'opposition béninoise fait son retour en remportant 28 sièges sur 109 aux législatives, une première sous le président Talon après justement 4 ans d'absence. Héritier Ntamboa. Pour les législatives du 8 janvier 2023 au Bénin, les résultats provisoires donnés mercredi par la Commission électorale nationale autonome, Sénat, démontrent que le principal parti de l'opposition, les démocrates, a remporté 28 sièges, tandis que l'Union progressiste pour les renouveaux, UPR, et les blocs républicains, BR, parti de la mouvance présidentielle, ont respectivement obtenu 53 et 28 sièges. Les résultats définitifs de ces législatives organisées dimanche sont attendus vendredi. Ces élections faisaient office des tests clés pour le petit pays d'Afrique de l'Ouest, jadis perçu comme un modèle de démocratie où le président Talon a favorisé les développements économiques selon ses partisans, mais au prix d'un recul démocratique selon l'opposition. Les dernières législatives organisées en 2019 avaient été marquées par des violences meurtrières, une abstention record et une coupure totale de l'Internet, des faits racissimes au Bénin. L'opposition n'avait pas pu participer aux élections en raison d'un durcissement des règles du scrutin. Seules deux formations de la mouvance présidentielle avaient été autorisées à concourir, donnant lieu au Parlement entièrement acquis au président Talon. Cette fois, cette partie politique, dont 3 se réclamant de l'opposition, ont été autorisés à participer. En accord avec le système proportionnel, seuls l'UPR, le BR et les démocrates se partagent les sièges, ayant chacun recueilli plus de 10% des suffrages.
Et dans le monde, conflit russo-ukrainien, le général Gerasimov est nommé commandant général des forces russes en Ukraine en remplacement du général Sergei Sourovikine, nommé à ce poste en octobre dernier. La Russie veut donc renverser le cours de la guerre. Les combats ont été rudes ces derniers jours à Soledar. Commentaire de Moïse Chamala. Soledar n'a pas encore rendu les armes. C'est du moins ce qu'ont déclaré plusieurs sources ukrainiennes ce mercredi 11 janvier, alors que les informations faisant état d'une victoire russe se multiplient sur les réseaux sociaux. Selon les ministères ukrainiens de la Défense, les Russes ont tenté de s'emparer totalement de la ville, mais sans succès. Côté russe, les informations émanant du groupe Wagner sont quelque peu contradictoires. Les dirigeants de ces groupes affirment avoir pris les contrôles de la localité, mais précisent que des unités ukrainiennes continuent de résister dans certaines zones. À Moscou, le Kremlin montre beaucoup plus de prudence. Avant de crier victoire, il faudrait attendre des déclarations officielles. Selon les porte-parole de la présidence russe, souhaitait éviter sans doute que le groupe Wagner soit le seul à tirer profit de cette victoire annoncée, la première pour la Russie depuis le mois de juillet. Le ministère russe de la Défense a, de son côté, déclaré que des forces aéroportées ont pris position au nord et au sud de la ville ukrainienne et que des forces d'assaut se battent au cœur de la ville autrefois connue pour ses mines de sel. Mais Moscou tente coûte que coûte à remporter cette guerre et a confié mercredi les commandements de ses opérations en Ukraine au chef d'état-major des armées, le général Valery Gerasimov. On va terminer en culture. Jeff Beck, le musicien britannique souvent décrit comme l'un des plus grands guitaristes de l'histoire, instrumentiste de rock, blues ou même de jazz, qui a taillé sa légende vers les années 1960 et est mort à l'âge de 78 ans après avoir soudainement contracté une méningite bactérienne. L'annonce est faite mercredi soir sur le site officiel du musicien qui a remporté 8 Grammy Awards en récompense de son talent et de son sens de l'innovation à la guitare électrique. Voilà, c'était justement une des partitions du célèbre guitariste de tout le temps, Jeff Beck, qui nous ramène justement au rappel des principaux titres de ce journal. Le gouvernement et l'ANR démentent l'information selon laquelle la capitale serait sous une menace d'attentat terroriste. La correspondance a attribué à l'ANR indiqué qu'un attentat visait les hautes personnalités civiles et militaires ce jeudi. Un faux document indique le ministère de la Communication. Et sécurité toujours, le porte-parole du gouvernement a qualifié de chantage les propos de Paul Kagame qui en début de cette semaine avait annoncé que son pays ne recevra plus des réfugiés de la RDC. Pour Patrick Mouyaya, il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Et en Afrique, on était au Bénin. L'opposition est de retour à l'Assemblée avec le parti Les Démocrates. La Commission électorale nationale autonome a publié les résultats provisoires des législatives du dimanche. Le parti au pouvoir conserve tout de même sa majorité au Parlement. On va prendre à présent la revue de presse. La revue de presse, ce sera avec Bédrine Kenge, cette fois sans générique. Bédrine Kenge, bienvenue à vous. Merci Gaëtan. Votre générique a manqué cette fois. À la une des journaux parus ce jeudi, la réaction de l'ONG Human Rights Watch suite à la déclaration de Paul Kagame au sujet des réfugiés congolais dans son territoire.
Tout à fait, Gaëtan, le président rwandais, il y a quelques jours, vous vous rappelez, déclarait ne plus être en mesure d'accueillir les réfugiés congolais sur son sol. Et Human Rights Watch crie à la manipulation et accuse Kagame d'instrumentaliser les droits des réfugiés dans une analyse publiée hier et relayée par la Référence Plus. Et d'un journal à un autre, Forum des As souligne qu'à ce sujet, cette ONG a chargé Paul Kagame. Selon ce quotidien, en tout, l'ONG de défense des droits de l'homme estime que ces dernières déclarations témoignent du refus des autorités rwandaises de prendre leurs responsabilités, d'assurer que justice soit rendue pour les abus perpétrés en 2018 au camp Kiziba par les forces de sécurité rwandaises, y compris à l'encontre des réfugiés congolais. Et l'avenir de son côté écrit, Paul Kagame ne doit pas se dérober de sa responsabilité. C'est en tout cas la réaction du porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Les vies des humains ne devraient pas être marchandées, a conclu le ministre de la Communication hier. Et les médias se sont également intéressés au processus électoral. Effectivement, Gaëtan, à quelques jours de la fin de l'identification des électeurs dans la zone opérationnelle 1, les politiques et d'autres personnalités continuent de sensibiliser, à l'instar de Jean-Lucien Boussa, après l'étape de Gemena. Le président du CDR, courant des démocrates rénovateurs, était à Likao où il a réitéré le même message à Gemena de s'acquitter massivement de ses devoirs civiques. Nous renseigne la prospérité dans ses colonnes intérieures. Sur cette même liste s'ajoute aussi Mukendi Musanga David, premier président de la Cour de cassation, qui, après son enrôlement, saluait la consolidation de la démocratie en RDC. D'après les grands titres.net, qui a repris ses propos renchéris, que concernant la polémique autour de la carte d'électeur, le premier président de cette cour, Mukendi, est resté optimiste en mettant en valeur le rôle que la carte va jouer comme une base de données pour l'obtention justement de la carte d'identité dans les prochains jours, ainsi que dans la facilitation le jour du vote. Et à Kinshasa, Gaëtan, la sensibilisation et l'enrôlement riment avec la pré-campagne électorale. Note pour sa part la Référence Plus en faisant une tournée à travers la capitale dans certains carrefours. On se croirait en pleine campagne électorale. Plusieurs affiches de sensibilisation sur l'enrôlement et l'identification des électeurs se sont transformées en une pré-campagne électorale. Gaëtan s'interroge s'il y aura d'interpellations, carrément des sanctions contre ceux qui vont à l'encontre de la loi. Les politiciens sont juste très 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 malins. Ouais, c'est ça. Merci. Ils sont rusés. Rusés alors. Merci Bénin Kenge pour cette revue de presse. Merci à vous autant. Et merci à vous également, madame, monsieur, d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite de programme sur votre chaîne. L'actualité reste inconnue.